Ensuite, j'ai suivi, comme certainement beaucoup d'entre vous, les cursus de l'école de la cause freudienne, voyant l'école de la cause freudienne comme l'institution psychanalytique à mes yeux, et la New Lacanian School à Genève, pendant environ 15 ans. Je m'y suis trouvée comme dans une impasse, mais qui à la fois m'arrangeait, parce que je me retrouvais sur les bancs d'une école, et j'emploie le mot banc volontairement, à entendre comme on veut, c'est-à-dire en bon élève, dans un coin, en train d'ingurgiter, d'amasser des sommes de théories et de phrases toutes faites, pensant être au travail. Je me suis retrouvée un peu étouffée, et je suis partie sur le chemin de traverse, et je suis tombée, là aussi j'emploie ce mot à dessein, sur une phrase de Christian Dubuis-Centini que je ne connaissais pas. Cette phrase était « Jacques-Alain Miller est à la psychanalyse ce que le canard WC est à l'ornithologie. » Ma première réaction a été, d'ailleurs je lui ai écrit, « Mais comment il ose ?» Puis je me suis arrêtée sur cette réaction de « Mais comment il ose ?» Je me suis questionnée. Et je me suis demandé pourquoi j'étais choquée, pourquoi j'employais cette expression, qu'est-ce qu'il osait, qu'est-ce qu'il avait osé faire. Et c'est dans l'après-coup, comme toujours, que j'ai réalisé que s'ouvrait devant moi des perspectives. Je reprenais comme un souffle nouveau. Et je le lui ai écrit, c'était le premier contact. Et en l'écrivant, comment il ose, puisque j'ai écrit le déroulé de mes pensées et de mes réactions, je me suis rendu compte que je pouvais écrire le « mais comment il ose » que j'avais dans un premier temps vu avec un point d'exclamation, avec un point d'interrogation, c'est-à-dire comment il ose, c'est-à-dire quel chemin il prend pour avoir cette transgression dans la parole. Et j'ai compris à ce moment-là que ce qui avait chuté pour moi, c'était l'image du maître, Jacques-Alain Miller, qui domine autant la à l'école de la cause freudienne, et que le maître chut, je me retrouvais devant une mise au travail pratique, c'est-à-dire ce que Lacan nous préconise. La transmission de la psychanalyse, comme l'analyse, c'est une pratique de la parole. Et c'est ce que Christian Dubuis-Centini fait depuis 2015, si je ne me trompe pas. Je suis ravie parce qu'aujourd'hui, c'est la 100e séance du séminaire de Christian Dubuis-Centini. C'est une date et je ne pense pas m'avancer beaucoup en disant que pour moi, Christian Dubuis-Centini est, si Lacan en 1953 a opéré un retour à Freud, Christian Dubuis-Centini est l'homme qui a opéré un retour à Lacan. Un retour au texte, à la lettre Lacan, au plus près. Lacan, à la fin de sa vie, à Caracas, alors qu'il se sait mourant, c'est la dernière année, va dire « Je suis freudien, c'est à nous d'être lacaniens ». Christian Dubuis-Centini nous trace la route. Je lui laisse la parole. Lacan, nous et le réel, 100e séance. Vous écoutez, oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Donc, pour revenir sur la magnifique présentation de Valérie, effectivement, la différence entre la lettre et l'esprit, là, c'est l'enjeu de la dialectique, et ce que nous allons essayer d'approcher un peu aujourd'hui, notamment par le thème proposé par Valérie, qui est donc le mot comme meurtre de la chose. Alors c'est un peu problématique parce que on attribue ça à Hegel. Vous allez chercher dans la phénoménologie de l'esprit partout, ça n'y est pas. Alors on se dit, bon, c'est quand même problématique parce que c'est lui qui est censé dire ça.
Donc ensuite, on se dit, ah ben c'est Alexandre Kojève, bien sûr, l'inévitable, celui que Lacan considérait comme son maître. Freud, c'est le père de la psychanalyse, Lacan est le lecteur de Freud, le seul, je dirais, parce que ce qui tire de Freud, personne d'autre n'est arrivé à en tirer quoi que ce soit d'équivalent, même d'approchant. Mais ce qui lui a permis d'arriver à ce résultat, c'est la manière dont Alexandre Kojève l'a initié à la lecture de Hegel. Parce que c'est pas si facile que ça à lire, Hegel. Alors bien sûr, après Lacan s'est démarqué de Hegel, parce que il a saisi quelque chose, notamment dans sa pensée, comme dynamique. Alors, dans ces pseudo-écoles de psychanalyse, là, le premier Lacan, le deuxième Lacan, pas le premier Lacan, le deuxième, troisième Lacan, il y a Lacan. Et donc, comme il est dans exactement la même démarche que Freud, c'est-à-dire c'est une pensée qui est une praxis, puisque en psychanalyse, c'est pas d'abord on apprend quelque chose et on essaye d'appliquer, comme c'est le cas dans le discours universitaire. Là, au contraire, c'est à partir de l'expérience, du réel de la cure, que s'extrait la théorie. Et la théorie, elle est là dans son sens premier, originel, grec. Théoria, ça veut dire vision, contemplation. Donc c'est à partir du moment où une expérience a lieu et qu'à partir de la traversée avec son propre corps de son expérience, des règles semblent sortir même de la matière. On prend sa Praxitèle, s'il commence à se dire bah oui, en fait, si je creuse le marbre comme ça, je peux en tirer une sorte d'enseignement qui est reproductible. Donc la vraie théorie, ça naît de la pratique. Sinon, c'est pas de la théorie, c'est de la rationalisation, ça n'a rien à voir. Donc Freud, c'est ça. C'est-à-dire que Freud, il y met toute sa vie. Il y met pas seulement sa peau, comme on doit la mettre sur le divan, il y met sa vie. Et donc, à partir de là, il est possédé par l'esprit de la psychanalyse, on ne peut pas faire autrement. Et notamment, on va le voir tout à l'heure avec son propre petit-fils, là, l'histoire du Fordat, parce que c'est très instructif. Il tire à chaque fois de l'expérience un enseignement, et bien sûr que cet enseignement doit être corroboré par l'expérience, parce que s'il n'y a pas quelque chose, s'il y a quelque chose plutôt qui vient invalider ou mettre en doute un enseignement qui a été tiré, une règle, c'est que la règle ne vaut pas. Donc, si vous lisez Freud attentivement, vous allez voir à chaque fois, il se dit là, je vous ai dit ça, etc., mais je reviens. Donc, c'est pas du tout qu'il se contredit, comme les crétins qui disent que Lacan se contredit. Il n'y a pas une contradiction dans Lacan, c'est le même processus de pensée, c'est-à-dire on part de l'expérience pour y revenir. Donc, c'est ça le mouvement dialectique. Mais sauf que dans ce retour, exactement comme dans la négativité hegelienne, justement, la négativité en elle-même ne saurait être négativité si elle ne se niait pas elle-même. C'est-à-dire que une chose, la négation d'une chose, est la négation de la négation. Mais la négation de la négation ne revient jamais à l'affirmation première. Ça, on va voir les cas très concrets et pratiques. Et ce qui nous permet justement de ressourcer l'expérience analytique beaucoup plus loin que le cercle freudien, que le cercle viennois, puisque au fond, c'est ce qu'on retrouve aussi bien dans l'expérience grecque antique, avec les dépassements d'Aristote, mais on retrouve ça aussi dans le christianisme authentique, puisqu'il y est toujours question de ce noyau-là qui est impossible à cerner. Alors Lacan dit à un moment, Platon, il sent ça, mais il n'arrive pas à le nommer. Et il va dire de Hegel, c'est dommage pour Hegel, mais rester coincé dans la dialectique du maître et de l'esclave, c'est juste parce qu'il ne connaît pas le stade du miroir. Et c'est vrai. Mais pour arriver jusqu'à saisir, piger de quoi il parle, quand il parle de ça, c'est là la difficulté. Parce qu'il faut passer par plusieurs étapes, plusieurs épreuves, qui semblent être absolument non associables à ce genre d'expérience. Alors qu'elles le sont fondamentalement, c'est juste que nous sommes perdus dans un océan de langage
Et la seule manière d'arriver à ne pas trop flotter entre les discours, c'est de choisir un discours. Le sens du symptôme, c'est le réel. Le réel, en tant qu'il se met en croix pour empêcher que marchent les choses, au sens où elles se rendent compte elles-mêmes de façon satisfaisante au moins pour le maître. Ce qui ne veut pas dire que l'esclave en souffre d'aucune façon, bien loin de là. L'esclave, lui dans l'affaire, il est peinard bien plus qu'on ne croit. C'est lui qui jouit, contrairement à ce que dit Hegel. Tu devrais quand même s'en apercevoir, parce que c'est bien pour toi ce qui s'est laissé faire par le maître. Alors Hegel lui promet en plus l'avenir. Il est comblé. Ça, c'est la théorie que Lacan met en œuvre à partir de l'Anvers, donc de 1969, où c'est Wallace qui me l'a rapporté, parce qu'il y était. Donc, il arrive au tableau, il marque les mathèmes des 4 discours, et puis c'est la première fois que tout le monde voit ça, et il va développer ça. Ça va être comme une sorte de boussole, et ça va permettre de situer, parce que le discours, comme vous l'avez bien compris, c'est pas seulement, c'est pas du tout l'acception courante du terme de discours, c'est ce qui permet de structurer pour le sujet sa jouissance et son désir. Et donc, le fait que les 4 places correspondent à 4 éléments qui tournent dans les discours, donc avec ce discours du maître qui est premier, puisque, enfin, oui, il est premier, c'est le numéro 1, mais il est numéro 1 parce que il aura fallu qu'il y ait un numéro 0 auparavant. Puis ça, on va le voir avec le meurtre de la chose. Donc c'est toujours une difficulté dialectique de voir que la chose la plus commune concernant Lacan, c'est de dire c'est le symbolique domine tout. Oui, certainement. Certainement. Il faut en revenir au signifiant. Mais comment fait-on? Parce qu'il y a déjà une sorte de contradiction interne à ça, c'est qu'il y a du réel qui n'entre pas dans le symbolique. Donc, est-ce que ce réel précède ou antécède le symbolique? C'est compliqué parce que pour qu'il y ait quelqu'un qui dise il y a du symbolique, il faut déjà qu'il y ait un sujet. Mais ce sujet est obligé de présupposer quelque chose qui existe avant, mais de le faire après. Donc ça, c'est la notion de Nachtrag chez Freud, parce que Freud met tout à jour, notamment dans son texte, qui n'est même pas un texte, qui sont des lettres à Fliss, qui ont été rassemblées ensuite sous la forme de l'esquisse, esquisse pour une psychologie scientifique, où c'est à partir de là qu'il invente Das Ding. Parce qu'on va voir, je vous présente ces quelques notions-là, parce qu'après, nous allons essayer de voir et remonter un peu qui a dit cette parole. Vous savez qu'il y a 2 mots pour dire la chose en allemand, Sache et Ding. Ça ne dit pas tout à fait la même chose, et le choix freudien se porte sur Ding. Donc, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Et cette chose, elle préexiste, mais seulement une fois qu'on est déjà du côté du symbolique. Donc, il y a une inversion qui s'opère dans l'expérience du sujet, et c'est ça qui est très difficile à comprendre, a priori. Après, ça devient beaucoup plus simple dès qu'on comprend cette notion de Nachtrag, qui se traduit chez Lacan par la performativité rétroactive du signifiant. Mais ça, c'est déjà contenu chez Hegel avec cette notion de Aufheben, c'est-à-dire ce verbe-là très complexe, parce qu'il veut dire simultanément supprimer, conserver et élever. C'est 3 mouvements qui semblent contradictoires. Et pourtant, ça marche, c'est-à-dire que c'est un verbe de la langue allemande. C'est là où l'allemand a quelque chose à nous apprendre. Et donc, bien sûr, si c'est pas Hegel qui l'a dit, c'est donc son frère. C'est-à-dire, pas un poète, Heinrich Heine, justement, parce que là, on a retrouvé le texte, et c'est assez instructif, parce qu'on voit là la différence entre la lettre et l'esprit, justement. C'est-à-dire qu'on recherche la lettre, parce que
sans la lettre, il n'y a pas eu d'incarnation en quelque sorte. Le trait d'écrit, c'est le seul réel que nous avons d'un énoncé. Donc si on ne retrouve pas la lettre, on peut délirer à l'infini. Mais si on s'en tient qu'à la lettre, comme par exemple la loi juive, on s'en tient à la lettre. D'ailleurs, c'est là où je ferai un aparté tout à l'heure entre la différence qu'il y a entre la religion juive, la religion musulmane et le christianisme. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que si Lacan appelle le christianisme la vraie religion, c'est parce que justement, il y a une vérité qui est engagée dans le réel du sujet. Dès que dans l'approche chrétienne, vous en référez à un texte, à un référent extérieur, quelque chose ou quelqu'un qui garantisse votre acte, c'est que vous n'êtes pas dans la foi. Vous êtes dans le fait de complaire à un autre. Donc la seule position chrétienne, c'est de pouvoir se tenir sur sa propre parole. C'est le contraire donc de la religion juive, où si vous obéissez à tous les commandements qui vous sont prescrits, faire Shabbat, aller à la synagogue, tous les trucs, ça, vous êtes considéré comme un bon juif. Si vous obéissez aux préceptes musulmans, c'est pareil, c'est-à-dire vous faites tout et c'est la charia, c'est la loi, et il y a forcément un garant de la loi, même si c'est Allah, parce que c'est censé qu'il n'y ait pas de clergé. Alors bien sûr, chez les chiites, vous avez les mollahs, maintenant vous avez les imams chez les sunnites, mais dans le texte originel que j'ai lu, parce que j'ai travaillé ces aspects-là de manière très proche, en fait, normalement, l'islam, dans son esprit, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de clergé censé interpréter la loi pour vous. Vous devez vous retrouver directement en prise avec Dieu. Bon, pour le christianisme, ça ne marche pas parce qu'il faut passer par l'intermédiaire du Christ. On ne peut pas accéder directement au Père. Et donc là, c'est une médiation, et effectivement, cette médiation, on va le retrouver dans l'énoncé de la Trinité chrétienne, avec le Père réel, bien sûr, le Fils imaginaire et le Saint-Esprit, l'ordre symbolique. Alors on va reparler de cet ordre symbolique maintenant, comment il arrive. Donc il arrive par ce texte de Heinrich Heine, que Ramsey a retrouvé. Mais bien sûr, en allemand, il ne dit pas exactement ça. Qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir cette formulation, le mot comme meurtre de la chose? Nous le devons à un bon français, bien sûr. Et ce bon français, c'est quand même le spécialiste de la traduction des textes les plus intraduisibles, puisque c'est Girard de Nerval, c'est-à-dire celui qui a traduit le Faust de Goethe. Et donc, il trouve ce poème de Heinrich Heine. Alors là, je vais vous le dire, parce que quand même c'est extraordinaire. Et il va transformer poétiquement une toute petite partie du poème, mais le poème vaut en lui-même pour la qualité de la parole qu'il énonce, et une parole qui, aussi bien pour le christianisme authentique, je suis la voie, la vérité et la vie, que pour la psychanalyse, c'est-à-dire l'énonciation d'un signifiant qui permet aux symptômes de se résoudre dans le réel. Donc nous avons le retour au signifiant, parce que Valérie parle de retour à Lacan, mais oui, c'est le retour au signifiant lui-même, parce que c'est ce que Freud cherchait à dire, mais Lacan, lui, est allé un pas plus loin dans sa clinique, dans sa pratique, pour donner un accès, justement, qui soit viable pour nous. Donc, le poème s'appelle Die Friedensfeier, la fête de la paix, que donc Nerval retraduit, parce qu'il était déjà traduit, mais de manière moins poétique. Et donc dans le poème original, on trouve Dor Wort sind der Dinge tot, ce qui veut dire Dor, ainsi, Wort, les mots, sind sont, der Dinge tot, la mort de la chose. Donc on voit que ce n'est pas le mot comme meurtre de la chose, c'est Dor Wort sind der Dinge tot, ce qui signifie mais les mots sont la mort des choses. Oui. Quoique der Ding, c'est au singulier, parce que s'il y a der devant, ça veut dire que c'est le datif et que c'est singulier.
Alors cette formule de Nerval, dans sa traduction française, se dit « le mot est le meurtre de la chose ». Et dans le poème, donc, « Sie ist nur und das Wort tötet die Sache ». Donc ça c'est la première version. Elle était seulement nommée et le mot tue la chose. C'est une version légèrement différente de celle de Nerval, qui est « Das Wort ist der Tod der Sache ». Voilà, ça c'est textuel, et lui, il le transcrit et le traduit comme ça. Donc, ce poème-là, c'est plus Friedensfeier, mais Frieden tout court, la paix, Nerval le traduit comme ça. Un souffle printanier l'enveloppait mollement, et des fleurs nouvelles naissaient sous ses pieds. Il ne dormait pas, mais dans sa quiétude, il songeait à de grandes choses. Et ses enfants, les esprits célestes, jouaient joyeusement autour de lui. Il jouait avec des étoiles brillantes qu'il se renvoyait comme des balles d'or. Mais parfois, une étoile tombait sur la terre. Et alors, les anges pleuraient. L'Esprit suprême, plein de douceur, regardait tout cela avec indulgence. Il souriait quand une étoile filante traçait son sillon de feu dans l'air. Mais un jour, un ange plus grave s'approcha, le visage sévère, et lui dit d'une voix pleine de mystère : « Une étoile est tombée que nous pleurons tous. C'était la plus belle, la plus grande, la plus riche en monde et en système. Elle s'appelait la Terre. Et elle est perdue pour l'éternité. L'Esprit suprême répondit doucement : Je la remplacerai par une autre plus belle, plus riche encore en joie et en lumière. Mais l'ange reprit, les yeux baissés : Non, Seigneur, elle n'était pas malade, elle avait seulement été nommée. Et le mot est le meurtre de la chose. Ça, c'est la traduction de Nerval. Puis, il montra du doigt, là-bas, très loin, un petit point bleu dans l'espace noir, où l'on voyait encore luire faiblement la terre morte d'avoir été nommée. Voilà. C'est bien Nerval qui rend ainsi le Und das Wort ist der Tod der Sache, et le mot est le meurtre de la chose. Donc ensuite, pour essayer de poursuivre, c'est la partie un peu fastidieuse, mais c'est la recherche. Parce qu'il y a, je fustige toujours les discours, mais c'est parce que les discours eux-mêmes sont pervertis. Mais il y a une éthique de chaque discours. Si les discours étaient pris dans leur éthique fondamentale, il n'y aurait rien à dire. Parce qu'il y a une éthique à s'en tenir au discours. Le problème, c'est que les discours sont pervertis. C'est-à-dire ceux qui sont dans le discours universitaire n'y sont pas vraiment. Ceux qui sont censés être dans le discours analytique n'y sont pas du tout. Donc, il y a une espèce de crise des discours. C'est à ça que nous assistons aujourd'hui. Parce que s'il y a un tel effondrement dans la croyance dans la parole, puisque au fond, c'est sur ça que repose notre possibilité d'être, c'est qu'il y ait une parole que l'on puisse croire. Parce que nous croyons n'importe quoi. Hein. Je vais raconter une petite histoire pour détendre l'atmosphère et me détendre aussi. Donc c'est l'histoire de Kevin. Hein. Vous connaissez pas l'histoire de Kevin ? C'est Kevin, il est tellement idiot que son institutrice convoque ses parents et lui dit écoutez, ça m'arrive jamais de dire ça, mais là, lui, c'est pas possible, quoi. Il fera rien, il faut l'enlever de l'école. C'est foutu, quoi. C'est mort, comme ils disent maintenant. Donc, faites quelque chose, etc. Et la mère, elle dit, mais non, quand même. Ah, si, je vous assure. Bon, ils finissent par l'enlever de l'école. Enfin, c'est pas trop ce qui devient. 30 ans plus tard, cette institutrice-là, elle est atteinte d'un cancer incurable. Il y a un seul chirurgien qui peut la sortir de là avec une opération très précise qui demande vraiment un savoir-faire absolu. Et elle y va. L'opération réussit. Et
Le chirurgien descend dans la salle de réveil, il regarde, tout va bien. Il s'en va, il revient 5 minutes plus tard, elle est morte. Vous n'avez quand même pas cru que Kevin, c'était le chirurgien. Non, Kevin, c'est l'agent d'entretien qui a débranché le respirateur pour recharger son téléphone portable. Donc, vous voyez, on croit n'importe quoi. Et on espère toujours des choses hallucinantes. Parce que nous n'avons plus accès, justement, à cette écoute-là. Et il y a en nous ce secret espoir que les choses s'arrangent vraiment. Alors, Lacan, il est très dur là-dessus, parce qu'il dit que la psychanalyse a ceci de beaucoup plus radical que le christianisme, c'est qu'il n'y a aucun père pour vous sauver. Avec le Père Noël, ça s'arrange toujours, hein, on y croit. On fait semblant de ne pas y croire, mais au fond de nous, on y croit un petit peu. Donc là, il s'agit d'épurer la parole de toute sa mousse religieuse, ces espèces de fausses croyances, des choses qu'on traîne depuis qu'on est tout petit. Hein. Il n'y a rien à faire contre l'évolutionnisme. L'homme continuera à se croire la fleur de la création. C'est la croyance fondamentale de ce qui le constitue comme être religieux. Et donc, cette manière-là de concevoir le mot comme meurtre de la chose, dans un premier temps, on le retrouve chez Lacan. Alors, là aussi, c'est très compliqué parce que tout le monde lit des trucs. Vous savez que un des films qui a provoqué le plus de littérature, c'est, à juste titre, hein, c'est peut-être le meilleur film du monde, c'est Vertigo de Hitchcock. Et il y a des gens qui écrivent des livres qui décrivent des choses qui ne sont pas dans le film. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés de les avoir vues. Hein. Donc il y a des thèses là-dessus, parce qu'il y a des controverses où des gens voient des choses dans le film qui n'y sont pas. Donc pour Lacan, bien sûr, là on a les textes et on peut s'y reporter. Alors je vais vous dire ça. Alors c'est paraît-il, j'ai vérifié, donc ça devrait... Mais Lacan, lui, dit ça. Il dit « Ainsi, le symbole se manifeste d'abord comme meurtre de la chose, et cette mort constitue dans le sujet l'éternisation de son désir. » C'est dans Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse, aussi connu sous le nom de discours de Rome. Donc nous avons là l'apparition du symbole à la place du mot. Hein. Dans le texte original, Wort comme word en anglais, c'est le mot. Hein, Wort en allemand. Donc, cette apparition-là du mot comme meurtre de la chose, c'est vraiment ce sur quoi tient l'analyse, pas seulement dans sa théorie, mais dans sa praxis, puisque ce sont des choses qui ont l'air assez abstraites, mais ça ne l'est pas du tout. Par exemple, dans une cure, dans la plupart des cures, d'ailleurs, si elles sont correctement menées, nous avons 2 leviers avec lesquels nous pouvons jouer. C'est-à-dire le transfert et la résistance. Le transfert, par exemple, c'est ce sur quoi cette approche-là du mot comme meurtre de la chose est le plus facilement perceptible, parce que très souvent, donc, le transfert fait que l'analyse se trouve en position d'être aimé ou désiré par ses analysants. Hein. Alors, quand il y a une différence sexuelle, c'est peut-être un peu plus flagrant, mais des fois même, ça dépasse la différence sexuelle. Donc, il y a cette notion-là, donc, d'aimer son analyste. Mais l'analyste, lui, ne doit pas s'y laisser prendre, parce que il sait que ce qu'il incarne là, c'est la vérité du désir. Et donc, c'est la place qu'il occupe dans le système symbolique qui est désiré, et pas lui-même en tant qu'être contingent. Donc, d'une certaine manière, il doit encourager à ce que le transfert puisse être parlé, puisse être dit, puisque justement, c'est une des manières
de tuer la chose. Tuer la chose, ça veut dire que du moment que ça passe par les défilés de la parole, alors à ce moment-là, il n'y a pas besoin de se retrouver dans le réel, puisque le mot est le meurtre de la chose. Mais on va voir que ce meurtre-là n'est pas la disparition totale de la chose, parce qu'il reste toujours du réel. C'est pour ça que nous tenons autant à nos symptômes, parce que le réel, là, c'est la jouissance. Alors revenons sur cette notion de ding. Comme elle apparaît pour la première fois en 1995 dans l'esquisse, donc ce qui s'est appelé plus tardivement, donc en 1895 l'esquisse, mais Freud n'avait aucune volonté de publier un livre ou quoi que ce soit. Il envoyait des lettres à Fliss et petit à petit s'établissait le corpus de son développement scientifique. Là, on peut dire vraiment scientifique, puisque il part du réel et à partir du réel, il va en extraire une théoria. Et puis il va mettre à l'épreuve cette théoria et voir si ça fonctionne. Et puis il va arriver à ce qu'il y ait des invariants, effectivement, qui se retrouvent à chaque fois, mais qui sont vécus de manière absolument singulière pour chaque sujet. Donc ça veut dire que la psychanalyse, c'est une science du particulier. Et il y a effectivement des choses qu'on va retrouver, notamment Das Ding, puisque le Das Ding qui apparaît là, c'est juste que, vous vous souvenez peut-être ceux qui étaient là la dernière fois, où quand j'ai parlé d'éthique, j'ai parlé du principe de plaisir et du principe de réalité, donc qui n'étaient pas en opposition, mais plutôt en une manière de bien rester dans le plan psychique, c'est-à-dire le principe de réalité ne conduit pas au réel, il protège du réel. Donc ça veut dire qu'il y a un réel dont nous avons peur. Nous devons nous protéger. Ça veut dire qu'il n'appartient pas à notre sphère psychique. Ce qui fait qu'il est situé à l'extérieur. À l'extérieur. On ne sait pas où, on ne sait pas extérieur par rapport à quoi, puisqu'on ne sait même pas que nous vivons dans notre appareil psychique. Nous croyons que nous vivons dans le monde. Mais non. En psychanalyse, nous apprenons à accepter à chaque fois un peu plus de réel, de ce réel qui nous terrorise et qui a terrorisé les hommes pendant des milliers d'années. Si vous regardez les films de Miyazaki, ils n'osaient pas sortir des forêts parce qu'ils avaient peur de tout en fait. C'est tout revêtait prenait une coloration mystico-délirante, les éclairs étaient transformés en dieux, en fait, les animaux étaient terrifiés, et puis quand on arrivait à chasser un animal, etc., il fallait vraiment qu'on puisse en marquer la trace pour qu'il puisse se réincarner, parce que qu'est-ce qu'on avait fait de toucher à la nature? Parce qu'il y a une sorte de sacralisation primordiale de l'homme sur Terre, fais attention à tes sandales parce que tu foules un terrain sacré. Là. Les enfants, ils sont comme ça. C'est-à-dire que quand ils arrivent, quand vous voyez des bébés arriver au monde, ils sont dans une sacralisation du monde. Donc ensuite, nous perdons tout ça parce que, malheureusement, nous rentrons dans cette immense entreprise de crétinisation en quoi consiste l'éducation. D'abord l'éducation parentale, bien sûr, mais ensuite, évidemment, l'éducation scolaire. Et puis ceux qui, avant la fac, après, la plupart du temps, c'est foutu, quoi, parce que là, ça barre tout. Impossible de revenir à une certaine fraîcheur du rapport à la parole. Donc, nous sommes dans cette peur du réel, et Freud découvre que c'est quelque chose qui appelle. Alors, cet appel du réel-là, qu'on ne peut pas situer, au départ, ça se présente un peu comme ça, das Ding. C'est la chose. On ne sait pas quoi, on ne sait pas où, mais nous sommes appelés par quelque chose. D'une certaine manière, ça correspond au fond du fond de notre rapport à une phylogénèse. C'est-à-dire que c'est la pulsion, et c'est la pulsion sexuelle. Et la pulsion sexuelle, au départ, elle est ce commandement qu'on retrouve pas seulement chez l'être humain que nous sommes, mais chez tous les animaux comme une sorte de commandement sourd, obscur, de nous perpétuer. C'est-à-dire faire en sorte que l'espèce ne meure pas.
Et c'est valable pour toutes les espèces. On ne peut pas s'imaginer, par exemple, la guerre que se livrent dans une forêt les plantes entre elles, hein, pour accéder à l'eau ou à la lumière, etc. Donc il y a toujours une volonté de persévérer dans son être, comme dit Spinoza, mais aussi de se reproduire, de procréer. Donc le fond du fond de la puissance de notre pulsion, c'est comme un commandement. C'est pour ça que Freud dit, en parlant de la pulsion, cet être mythique, grandiose dans son détermination, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui pousse et on ne sait pas quoi, donc on ne sait pas quoi faire avec, on ne sait pas ce que ça vise, et la pulsion est sans objet au début. Donc c'est pour ça qu'on dit das Ding, parce que si c'était un objet, eh bien on s'en sortirait mieux, mais là il n'y a pas, donc on va choisir n'importe quel objet. Et une des premières occurrences de à la fois das Ding et aussi le mot comme meurtre de la chose, c'est bien sûr l'expérience du Fordat. Puisque dans le Fordat, donc observation freudienne remarquable, bien que Lacan l'inverse, hein, c'est-à-dire que la plupart des lecteurs pensent que c'est la douleur de la séparation d'avec la mère qui justement provoque ce stade du Fordat, où je vous rappelle que fort, ça veut dire loin, et da, ça veut dire ici. Et là, on est dans le premier moment de la dialectique où on jette l'objet. Alors, pour Freud, c'est ce qui se met en place comme compensation de la souffrance du départ de la mère. Lacan, il dit non, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la mère, elle est trop là sur l'enfant. Elle lui pèse trop dessus, et donc il la balance loin. Là, il vient à sa présence. Qu'est-ce qui provoque l'angoisse? Ça n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, le rythme ni l'alternance de la présence-absence de la mère. Et ce qui le prouve, c'est que ce jeu présence-absence, l'enfant se complaît à le renouveler. Cette possibilité de l'absence, c'est cela la sécurité de la présence. C'est-à-dire que sur ce fond d'absence, c'est toujours ça, hein, le mot et la chose, c'est-à-dire que le mot et le meurtre de la chose, ça veut dire que la chose dans sa présence immédiate devient inaccessible. Mais c'est le sujet qui arrive. Donc là, dans le Fordat, dès qu'il symbolise la mer par un objet qui jette, même à le casser par terre, il arrive, lui, à sa présence, c'est-à-dire dans l'absence, sur fond d'absence de la chose, il arrive lui-même à sa présence. Une présence difficilement supportable. Donc, il fait revenir l'objet, donc il peut s'absenter là. Donc, repartir sur son appareil psychique. Donc, nous sommes liés à une forme de respiration ou de rythme, comme on trouve dans le rythme cardiaque, etc., entre présence et absence, où justement tout le système symbolique repose sur le fait de faire venir à la présence quelque chose sur le fond de son absence. On n'a pas besoin, par exemple, de faire entrer un éléphant dans cette pièce si je prononce le mot éléphant. Et pourtant, il y est, puisqu'il arrive dans sa représentation. Donc la représentation, qu'est le mot, vient se substituer à la chose elle-même. Et nous sommes dans un mouvement respiratoire de cet ordre-là. Évidemment, comme on va être possédé par notre principe de plaisir, principe de réalité, on va en oublier le réel provisoirement grâce à cette substitution, et donc à partir de là, on va devenir inapte dans le réel, et on va avoir peur de tout, on ne sait plus y faire avec le réel. Le travail de la psychanalyse, c'est justement de retrouver dans le jeu des signifiants d'où émerge le sujet lui-même de l'analyse, c'est-à-dire le sujet qui est là et qui parle sur le divan, eh bien, il suffit qu'il dise les mots pour qu'il n'ait plus à se confronter directement à l'effroi que lui suscite la chose. Donc il y a cette substitution et il y a le fait de sacrifier l'immédiateté de la jouissance pour aller dans la médiation symbolique où le mot tient lieu de la chose. Donc là vous avez le premier mouvement, par exemple, de
d'entrer dans le fantasme, puisque le fantasme, au départ, c'est un substitut imaginaire à une jouissance impossible. Un enfant, il ne peut pas avoir le sein de sa mère parce qu'elle n'est pas là, parce qu'elle fait autre chose, etc. Il va s'imaginer qu'il est en train de téter le sein de sa mère. Donc il rentre dans le fantasme, il se raconte une histoire, il est dans le système symbolique déjà dans le fantasme. Donc en substitution du sein réel, il va éprouver une jouissance qui va se voir, puisqu'on va voir, vous avez tous déjà vu les petits enfants qui têtent dans le vide comme ça et qui ont un air très satisfait. Donc le substitut là, symbolique, joue son rôle pleinement de permettre à l'être humain de rentrer dans l'ordre symbolique. Parce que c'est là, justement, où nous sommes attendus. Nous sommes la seule espèce sur Terre à avoir un bloc audio-vocal qui est descendu. Les grands singes vont « oh, oh, oh ». La glotte n'est pas descendue. Nous, ça descend. Donc, on a un système avec un larynx et 2 oreilles, pour entendre 2 fois moins. Et à partir de là, nous pouvons articuler. Mais ça constitue vraiment notre différence fondamentale avec toutes les autres espèces. Et donc, ça veut dire que cette pulsion dont je vous parle tout à l'heure, dont la puissance est phénoménale, puisque je cite toujours cet exemple, parce que j'avais vu cette petite vidéo que je vous conseille de voir, mon ami la pieuvre, là, où un pêcheur sud-africain, il plonge tous les jours et puis il fait copain avec une pieuvre. Et puis ça dure 1 an, parce que c'est à peu près la vie d'une pieuvre. Et elle va mourir parce qu'elle a mis bas, elle a procréé, et la pieuvre elle-même, pour protéger sa portée, elle génère un enzyme qui va l'empoisonner et la faire mourir. Sinon, elle ne pourrait pas s'empêcher de la manger, c'est de bouffer tous ses enfants. Donc, il y a un commandement en nous hyper puissant de perpétuation de notre espèce. C'est ça le fond du fantasme. Le fantasme sexuel, à l'origine, il est phylogénétique. C'est vraiment une puissance qui nous dépasse. C'est pas personnel. Alors, bien sûr, après, il y a des manières de personnaliser le fantasme en fonction de ce qui se passe dans la vie de chacun, en fonction de la présence-absence de la mère, de la présence-absence du père, etc. Tout va se mettre en place comme ça. Mais nous avons là, cette puissance-là, sa sublimation, c'est-à-dire son accomplissement le plus élevé. Alors là, on va revenir sur la manière de dire aufheben, aufgehoben, c'est-à-dire supprimer quelque chose, la maintenir, la préserver et l'élever. Et là, on est dans l'élévation. L'élévation de cette pulsion, c'est de retrouver sa finalité ultime, c'est de faire de nous des porteurs de la parole. C'est un porteur de la parole, c'est quelqu'un qui se laisse porter par la parole. Et quelqu'un qui, à partir de là, assume la responsabilité de sa parole. Ça, c'est le travail analytique et c'est le travail en quoi la découverte freudienne est la découverte majeure du XXe siècle. Enfin, tous ceux qui parlent de science, etc., ils n'ont qu'à écouter ou lire l'échange entre Freud et Einstein. C'est éloquent quand même. Einstein considéré comme le plus grand génie du monde, etc. Et devant Freud, il est à sa place. C'est-à-dire comme un enfant qui questionne Freud, quoi. Donc, ça renvoie à la position du père. Mais le père, c'est pas justement le géniteur. C'est-à-dire que c'est là où justement, enfin, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, là, tous ces pseudo-psychanalystes qui se sont vautrés dans les gender studies, dans halte au patriarcat, etc., on est féministe, c'est taré, quoi. Il n'y a aucun rapport avec la psychanalyse. C'est l'opposé de la psychanalyse. Ce que fait Freud, c'est sauver le nom du père, c'est-à-dire la fonction symbolique. Et pour bien comprendre ça dans le mot et le meurtre de la chose, donc, on revient au petit Hans. Le petit Hans, ça c'est le cas le plus génial, je trouve. Enfin, ils sont tous géniaux, mais celui-là, il est vraiment tellement parlant, parce que Freud était très attaché au petit Hans. Et il raconte donc l'histoire où ce petit garçon-là, d'une certaine manière, il est sollicité par sa mère. Même si c'est malgré elle, il y a un truc que... Il sait que ça le trouble, elle représente
le corps de la mère, là, das Ding, hein, puisqu'il veut voir son zizi. Et elle lui dit, bien sûr, au nom du père, attention, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas que tu te touches, parce que sinon je vais te le couper. Il rigole. Hein. Mais il rigole, mais jaune, parce que il a peur de quelque chose, il ne sait pas de quoi, parce qu'il ne peut pas le nommer. Donc il ne peut pas nommer le père. Évidemment, c'est pas le géniteur, là. Hein, c'est pas le gentil papa du petit Hans. C'est ce quelque chose qui s'interpose entre la jouissance promise et presque accessible, là, et quelque chose qui est inquiétant. Alors, il développe une phobie. C'est génial, symptôme. C'est-à-dire qu'il voit un cheval qui s'effondre, et le cheval, il a remarqué qu'il avait un Vivi-Marer. C'est un fait pipi, on peut dire. En allemand, ça se dit comme ça, Vivi. Vivi-Marer, un truc pour faire pipi. Et puis, il se dit que sa mère n'en a pas. C'est très problématique. Mais son père en a un, lui. Et le truc qui lui fait peur, c'est comme le cheval. Donc, il cristallise, il condense dans un symbole comme meurtre de la chose, la possibilité de dire. Et donc, il raconte ça. Et son père, qui est intelligent, parce que c'est un des rares à l'époque à aller voir Freud et lui dire, écoutez, j'ai lu, j'ai écouté ce que vous dites, franchement, c'est tellement fort, ça me plaît beaucoup, j'aimerais que mon enfant soit bien éduqué, donc est-ce que vous pouvez vous occuper de ça, etc. Et donc le père finit par dire à l'enfant, mais ce cheval-là, c'est ton papa. Et l'enfant dit oui. À ce moment-là, il évite la possibilité qui n'est pas pour lui, puisque on ne peut pas donner une causalité. C'est pas parce qu'il dit ça qu'il rentre pas dans la psychose. C'est peut-être parce qu'il était déjà pas dans la psychose qu'il peut dire ça. C'est-à-dire qu'il y a un décollement possible de la chose. Et quand vous avez une psychose, c'est l'impossibilité qu'il y ait ce signifiant maître, là, qui est le nom du père. Le nom du père, c'est pas le patronyme, hein, parce que très souvent les gens croient que c'est comment s'appelle le père. Non, ça veut dire le nom que prend le père comme ce signifiant-là qui vient séparer le sujet de la chose létale, c'est-à-dire une jouissance dans laquelle personne ne peut tenir. C'est trop insupportable, ça va jusqu'à la mort. Vous savez que la jouissance, ça va de la chatouille à la flambée d'essence. Et là, pour un enfant comme ça, il sait que c'est quelque chose de cet ordre-là. Et donc, en disant par sa phobie qu'il a peur que le cheval tombe, le père comprend que quand il parle du cheval, il parle de lui, il lui dit ça, eh bien, cette découpe-là, ce qui coupe le sujet de cette tentation de se fondre dans la chose, parce que nous sommes tout le temps pris dans une dialectique de fusion et de séparation, donc c'est une respiration, eh bien, c'est le moment de sortie de la psychose. Voilà. Parce que nous avons aussi tous une propension psychotique, a priori, quand nous sommes dans le rêve, nous sommes en pleine psychose. Et nous devons reconstruire chaque jour, avec la parole, sur la manière dont nous faisons avec ce système symbolique, cette possibilité de découpe du monde, de telle manière que notre sujet puisse apparaître, comme on va le voir là, non pas en nous-mêmes, mais comme un écho de ce qui se passe à l'extérieur. Alors là, je vais essayer de vous décrire un petit passage qui plaît beaucoup à Lacan, cet apologue-là, c'est celui de la trace de pas de vendredi dans Robinson Crusoe. Alors il dit, vous connaissez Robinson Crusoe, donc il se croit seul sur l'île, et puis il voit une trace de pas. Évidemment, là, vous avez la notion de signe. Le signe représente quelque chose pour quelqu'un. Donc, quelque chose. C'est-à-dire que le quelqu'un n'est pas là, mais il est le signe de quelque chose, ce pas, qu'il y a quelqu'un sur l'île. Quelqu'un d'autre que lui, un être humain, puisque c'est les mêmes traces. C'est pas encore insignifiant, ça. Pour que ça devienne insignifiant, donc c'est là où justement on va reparler
cette notion-là de remonter jusqu'au signifiant, il faut que Robinson efface la trace. Il n'y a plus de trace. Mais il sait que c'est là. Et il met un petit cerne ou une petite croix. Voilà, là, vous avez le signifiant. C'est-à-dire que le signifiant ne représente plus quelque chose pour quelqu'un, mais représente le sujet pour un autre signifiant. C'est ce que Lacan découvre aussi dans cet os d'antilope du Magdalénien, où le chasseur fait des petites encoches comme ça pour s'y retrouver dans ces différentes chasses. Et ça, c'est vraiment représentatif de la fonction de l'inconscient qui garde une trace de tout ce qui se passe en nous. Votre corps écoute en permanence toutes les pensées que vous avez. Vous êtes pris dans la comptabilité de l'inconscient parce que nous sommes reliés à cet inconscient-là qui est la possibilité de faire une médiation entre le réel du corps, en quelque sorte, et le fait que nous soyons des parlants. Nous sommes des parlants, donc on parle. Mais le fait de parler nous éloigne de notre corps. Et on finit par accorder plus d'importance à des énoncés que à ce qui se passe dans notre corps. Parce que nous perdons cette notion de signifiant dès que nous chutons dans la signification des propos. Et donc on se perd dans le langage. Tout l'enjeu psychanalytique va être de remonter vers le signifiant. Et ce travail de remonter vers le signifiant, c'est d'user la signification des mots. C'est ce qu'ont fait donc les Juifs en lisant correctement la Bible. Ils ont creusé jusqu'au pied de chaque lettre, jusqu'à ce que tous les mots perdent leur signification pour retrouver le signifiant là où se prend le sujet. Et donc nous sommes liés à une forme d'écriture où la synégétique, c'est-à-dire l'art de la chasse primordiale, nous convoque à retrouver la trace d'une antilope sur un rocher où il n'y en a pas. Donc c'est quelque chose de l'ordre de se trouver soi-même dans le monde. Donc ce système de l'heure est au service du fait que ce que nous cherchons dans le monde, ce n'est rien d'autre que notre propre sujet perdu dans le monde des objets. C'est ce point de cautérisation où il y a une inversion entre le sujet et l'objet. L'objet apparaît comme quelque chose d'intrusif, comme quelque chose qui est toujours en plus, puisque nous satisfaisons pleinement de notre appareil psychique. On n'a pas besoin d'objets. Nous sommes là à jouir de nos pensées en permanence, et dès qu'il y a un objet qui apparaît, il faut faire avec cet objet, ça devient compliqué. Donc, nous avons une manière d'être au monde qui est une forme de rêve. Nous sommes des rêveurs, nous rêvons en permanence. Il n'y a pas besoin d'être la nuit et de se dire « j'ai fait un rêve », etc. Nous passons notre temps à rêver. Donc la manière de faire chuter ce rêve-là, comme on l'a vu avec l'histoire de la Terre tout à l'heure, c'est-à-dire c'est de mettre à l'épreuve notre parole jusqu'à user par notre parole les signifiants qui tiennent notre sujet. De telle manière que notre rapport à la chose va se trouver fluidifié en quelque sorte. Nous sortons de positions, disons, consolidées, où on s'imagine que là on tient une sorte d'équilibre, on est à peu près correct, on n'est pas trop déprimé, pas trop malade, etc. Mais tout ça, en fait, est toujours soumis à des bouleversements. Et donc il s'agit de trouver, par ce travail de la parole, assez de jouissance dans cette parole pour que l'histoire continue. Parce que la jouissance, elle est... la parole est la forme de jouissance la plus civilisée. C'est-à-dire qu'elle nous permet de nous réconcilier avec cette idée de jouissance létale qu'on retrouve dans Das Ding. Et évidemment, le corrélat de notre sujet, c'est l'objet petit a, qui n'est pas, comme vous le savez, un objet matériel, mais qui est un puits de jouissance lié à un signifiant, petit a. Ça, c'est de la logique. On ne va pas rentrer dans la logique de Lacan, parce que sinon on va y passer toute la nuit. Mais
ça rejoint un peu, si vous avez vu les 2 derniers séminaires, donc de l'identification, et ça s'appelle donc l'identification hystérique, c'est-à-dire se fixer sur les objets de jouissance de l'autre, qui sont le répondant de notre sujet perdu dans le monde, pour retrouver la trace de notre sujet perdu dans le monde. Donc le fait que nous soyons pris dans le symbolique, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que dès que nous mettons à l'épreuve cette dimension-là qui nous concerne en tant qu'être humain, il y a quelque part une possibilité de trouver notre direction, celle de notre destin, qui est en rapport avec notre désir, qui, on l'a vu, s'éternise, c'est-à-dire qu'il y a la mort et il y a l'éternité. Hein. La mort qui semble un arrêt, et l'éternité, c'est-à-dire notre désir, est indestructible, comme dit Freud dans la dernière phrase de la Traumdeutung, le désir indestructible, c'est-à-dire que nous n'arriverons jamais à l'objet de notre désir. Et donc, ça peut être pris comme une mauvaise nouvelle, « Oh, j'y arrive pas !» Mais c'est une bonne nouvelle, parce que, comme je dis à mes analysants quand ils viennent la première fois, il ne faut pas rêver, vous ne deviendrez jamais vous-même, hein, sauf le moment de votre mort, vous devenez votre cadavre, parce que là, il n'y a plus de division. Donc la division, c'est ce qui arrive dès que nous entrons dans le monde du symbolique, et nous ne pouvons pas ne pas entrer dans le monde du symbolique, parce que nous sommes conformés pour ça. Nous avons un bloc audio-vocal, même les sourds-muets, même ceux qui ne sont pas finis, ils sont équipés d'un bloc audio-vocal, ils font partie du monde symbolique. Nous sommes des êtres humains, nous faisons partie du monde symbolique, et cette notion de meurtre qui m'a questionné au départ, pourquoi emploie-t-il le mot meurtre ? Puisque, au fond, il s'agit de supprimer quelque chose, mais pourquoi aller jusqu'au meurtre ? Il y a l'effacement, la suppression, mais c'est qu'en fait, le meurtre, il est lié au fait que à quoi se reconnaît l'espèce humaine sur Terre, si ce n'est au culte des morts. Donc, d'une certaine manière, c'est un dû aux morts que nous leur rendions hommage, et donc on va retrouver la trace de l'être humain à partir des sépultures. Et les sépultures représentent la première écriture, en quelque sorte. Donc, pour entrer dans cette dimension du mot comme meurtre de la chose, nous avons besoin de l'écriture. Et l'écriture, pour revenir à cette trace de pas de Robinson, du moment qu'elle est effacée et qu'elle est remplacée par un petit signe, vous avez là l'amorce de la lettre. C'est-à-dire le bout de réel qui ne fait pas encore partie totalement du symbolique, c'est quelque chose entre le réel et le symbolique, donc il va permettre de nommer les lettres. Alors si vous vous intéressez à l'histoire de l'écriture, vous allez voir que même si on passe par les idéogrammes, qui sont plus ou moins représentatifs, mais quand même leur représentation est bien abstraite, jusqu'aux lettres consonantiques, où là, bon, à part le A, vous savez, c'est la tête du taureau ou de la vache qui est inversée, mais il n'y a plus de représentation possible. Donc on rentre dans une abstraction qui va nous permettre de créer une écriture, et dans cet aller-retour entre notre parole du point de vue oral, verbal, et l'écriture, va se saisir le lieu même de ce que Lacan appelle le grand A, c'est-à-dire où s'est fondé notre propre sujet de l'énonciation. C'est ce que nous avons perdu et à quoi nous escrimons à chercher et à rattraper la trace, c'est notre sujet de l'énonciation qui, lui-même, navigue entre l'oral et l'écrit sur un mode dialectique. Et la dialectique, c'est justement Hegel qui remet, après 2300 ans d'oubli, la dialectique à l'ordre du jour. Il faut savoir que la philosophie s'est passée de dialectique depuis Platon jusqu'à Hegel. Mais lui, la remet, grâce à son génie, sur le mode de la présence-absence.
justement. C'est-à-dire cette espèce de jeu dialectique où c'est sur le fond d'absence de l'objet. Bon, on remarque ça dans la manière très triviale de parler des relations amoureuses basiques. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. C'est-à-dire que chaque fois, nous sommes dans ce jeu d'absence sur fond de présence. Et notre propre présence sur Terre, là, est liée à ce que les anciens appelaient Hadès, c'est-à-dire le nombre de morts qu'il y a depuis la création de l'humanité. Donc notre présence se soutient toujours d'une absence. Et là, nous sommes vraiment sur le mode dialectique où ce n'est pas, c'est le contraire justement, c'est même pas le contraire, c'est au-delà du régime qui domine la pseudo-pensée d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'opinion, pour ou contre, etc. Ce sont des impasses. Donc c'est toujours ailleurs que ça se passe. Ça se passe dans la dynamique des positions. Alors là, il y avait, quand Žižek était intelligent, c'est-à-dire que avant qu'il se marie avec la journaliste, il lisait assez bien Lacan, en tout cas comme un philosophe, parce que malheureusement pour lui, il n'a pas fait d'analyse, et quand on ne fait pas d'analyse, c'est impossible. Si vous ne passez pas sur le divan, si vous n'y mettez pas votre peau, ça reste des jeux de l'esprit, ça reste du blabla, du langage. Pour éprouver ça, il faut le vivre dans son corps, sinon ça ne marche pas. Des gens qui parlent de psychanalyse sans avoir fait d'analyse, c'est comme s'ils apprenaient à nager par correspondance. Ça n'a aucun intérêt. Donc, il disait il racontait cette blague de russe là où Rabinovitch va voir le service d'émigration et dit « Je veux quitter l'URSS ». Et pourquoi vous voulez quitter l'URSS ? Parce que ça va se passer mal, et donc les Juifs vont toujours être accusés d'avoir foutu le bordel, donc il va y avoir des pogroms, on va nous tuer, etc. Et l'autre répond, mais non, au contraire, l'URSS restera toujours l'URSS. Ça, c'est ma deuxième raison. Donc là, on est dans la dialectique, c'est pas ou pour, ou contre. C'est-à-dire, on a une articulation des deux qui revient exactement comme dans la dialectique hegelienne où la thèse et l'antithèse fonctionnent sur un mode de polarité a priori, mais l'antithèse, la synthèse hegelienne n'est pas n'est pas autre chose que l'inclusion du sujet dans l'histoire. C'est un peu comme l'histoire de Kevin tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous n'étiez pas là comme public pour dire « Ah ben oui, j'y ai un peu cru quand même si je le dénie », donc il y a toujours l'inclusion de notre sujet de l'énonciation. C'est en ça où c'est concret. C'est-à-dire que c'est ce qui paraît le plus abstrait. Il y a un très beau texte de Hegel là-dessus sur qu'est-ce que c'est penser abstrait. Lui, il dit sûrement pas un bon philosophe, quoi. Par contre, le vendeur des 4 saisons en bas de chez moi, là, lui, il est en pleine abstraction parce que il vend des fruits, il sait pas d'où ils viennent, comment ils sont, de quel pays, quel type d'arbre, quelle est l'histoire qu'il y a, tout ça. Lui, il en sait rien du tout. Donc, celui qui est considéré comme le plus concret parce qu'il gagne sa croûte comme ça, il vit dans le monde le plus abstrait qu'il soit. Tandis que moi, qui me questionne sur le langage et l'implication du sujet là-dedans, eh bien, je ne suis pas du tout dans l'abstraction. J'arrive, c'est ça la dialectique. Hein. Pourquoi c'est pas le mot et la mort de la chose ? Oui. Pourquoi il y a le meurtre qui implique un opérateur. Voilà. C'est le sujet lui-même qui ne peut pas, contrairement au discours courant, se destituer de sa responsabilité dans ce qui lui arrive. Ce qui vous arrive, vous en êtes responsable. Comme de votre rêve, vous êtes responsable de vos rêves. Vous ne pouvez pas dire « ouais, ça m'est arrivé comme ça, c'est mon inconscient ». Il ne s'agit pas de substantialiser l'inconscient, c'est vous. Donc là, le meurtre, c'est que le sujet lui-même accomplit le meurtre, il ne peut pas faire autrement. Mais ce n'est pas une raison, c'est ça le choix forcé. Hein. C'est-à-dire, vous avez le choix, être du côté de l'être ou du côté de l'autre, mais sauf que, en vérité, vous êtes obligé d'être du côté de l'autre. Donc, vous sacrifiez l'être. C'est-à-dire, vous n'avez plus accès à l'être indépendamment de l'autre. Donc, ça veut dire que chaque sujet est responsable de ce qui lui arrive, de sa parole,
Alors c'est là où justement la culpabilité, c'est la manière de sortir de la culpabilité, paradoxalement, parce qu'il n'y a pas d'autre manière, parce que la manière que propose la société, c'est de Karim Ancila, mais bien pire, puisque c'est la victimisation. Prenez votre carte de victime. Ah, je suis victime, je suis reconnu comme victime. Ça marche pas. C'est-à-dire que, justement, peut-être je vais me permettre de montrer que pourquoi... Alors, il ne faut pas confondre la religion et la foi. Mais la religion qui est la plus honnie en ce moment, c'est le christianisme. Ouais, pas pour rien. C'est-à-dire que c'est la seule religion, c'est la vraie religion, puisqu'elle est censée amener à cette position de responsabilité. Dans le film qui s'appelle La Mélodie du bonheur, là, la bonne sœur qui tombe amoureuse de celui qui l'emploie, là, quand elle va voir la bonne sœur, elle lui dit « Ah non, il ne faut pas faire ça, il faut respecter les règles, blablabla ». Elle lui chante un truc en lui disant « Franchis les montagnes, etc. » C'est ta responsabilité. Fais ce que tu as à faire et là, assume-le dans ton cœur. Est-ce que dans ton cœur, dans le fond de ton âme, tu es en accord avec ce que tu... Alors, on ne peut jamais être totalement en accord. C'est un risque. Mais c'est là que se découvre la possibilité de la foi. Sinon, il y a toujours... Mais déjà, chez Kant, c'est comme ça. S'il y a une garantie de l'autre, la loi, le truc, quelqu'un d'autre qui vient garantir vos actes, il n'y a pas d'acte éthique. Un acte éthique se pose lui-même sur les fondements de la parole de celui qui énonce et qui incarne la responsabilité, c'est-à-dire ça veut dire réponse. Donc je réponds de l'impossible condition humaine, mais j'y réponds à ma manière. Voilà, ça c'est la possibilité d'entrer dans la foi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'éviction du catholicisme de toute... Macron, il souhaite bon ramadan aux musulmans, mais on n'a jamais entendu dire joyeux Noël. C'est quand même hallucinant quand on réfléchit. Enfin, on est quand même un pays qui a été marqué par le christianisme depuis très longtemps. Et donc ça veut dire que, alors bien sûr, c'est pas la religion elle-même, parce que vous avez des curés, il n'y a qu'à voir les 2 derniers papes. C'est vraiment, là on voit l'escroquerie de Vatican II, parce que le crétin qui est mort là, lui il disait que vacciner était un acte d'amour. Il ne peut pas y avoir un truc plus anti-chrétien que ça, c'est pas possible. Puisque donner de l'argent à Pfizer, qui vous empoisonne, c'est un acte d'amour. Le Christ a dû se retourner, je ne sais pas où, parce qu'il n'y a pas de tombe, elle est vide, mais en tout cas, il n'est pas d'accord. Et le crétin actuel vient de bénir un glaçon. Alors, je ne savais pas qu'on pouvait tomber aussi bas dans la connerie. Oui, parce que pour le réchauffement climatique. Non, c'est... Donc, bien sûr, donc il pourrait y avoir un... Parce que ce qui se passe, c'est que c'est l'histoire du pas tout. C'est-à-dire de ne pas appartenir tout à la société. Ce que veut la société, totalitaire par essence, c'est que nous lui appartenons totalement. Donc il y a des gens qui vont légiférer pour vous et vous dire vous êtes en EHPAD, vaccin. On va vous obliger à vous vacciner. Mais sauf si vous êtes chrétien. Non. Puisque vous n'êtes pas tout. Vous n'appartenez pas tout à la société. Ce pas tout là, on le retrouve notamment dans un livre dont j'ai parlé tout à l'heure à Valérie, qui est un concours de 2012 qui s'appelle Le Sermon sur la chute de Rome. C'est saint Augustin qui fait ce sermon à la chute de Rome, là où ce monde lui-même est voué à périr par le glaive et par le feu. Il ne reste rien, sauf pour les chrétiens, dit saint Augustin dans cette magnifique cathédrale qui a disparu depuis du nord de l'Afrique, où à l'époque c'était peuplé par des chrétiens. Et donc il dit, mais de quoi vous plaignez-vous ? Rome est tombée, et alors ? Nous les chrétiens, nous sommes pris dans l'éternité des choses éternelles, c'est-à-dire ce qui fait l'arrière-fond de cette organisation, ce monde des étangs, etc. Il y a autre chose que ça. Donc vous ne devez pas vous lamenter là-dessus. Au contraire, vous devez faire avec ça, faites avec ce réel-là. Et donc, évidemment, cette parole-là, aujourd'hui, elle est impossible. Ça veut dire vous sortez de l'obédience à la pure connerie. Parce que franchement, écoutez les trucs de Macron, de Véran, de tous ces gens-là, c'est
à la limite, avant, il y avait un petit peu, jusqu'à De Gaulle, il y avait quand même un petit peu de tenue, quoi. Tandis que là, on dirait le Béni, en beaucoup moins drôle, quand même. Même dans le meurtre de la chose, même Lacan mettait un apostrophe. Oui, Chose, bien sûr, parce bien sûr. Il y a encore moins de consistance. Bien sûr. Voilà, c'est tout, Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, c'était déjà démontré par Pascal avec l'histoire des cachets de cire. Hein. J'ai l'impression que je sais ce qu'est la cire, et puis il démontre qu'on n'en sait rien, puisque ça change de forme, etc. Donc toutes les catégories dans lesquelles la cire est mise ne correspondent plus. Donc on ne sait plus ce que c'est que la cire, et donc on perd notre propre consistance à vouloir donner de la consistance à quelque chose qui n'en a pas. Et c'est effectivement un jeu aussi de présence-absence. C'est le mot puis la chose et provoque l'éternalisation du désir dans la chose. C'est bien ça? Non, du désir tout court. Du désir tout court. Oui, c'est-à-dire que, oui, je ne l'ai pas tellement développé, en fait. C'est pas facile à articuler, mais le fait que nous soyons dans cet perpétuel mouvement de substitution des mots aux choses fait que nous entrons dans le désir, puisque le désir, dès que nous tuons la chose d'une certaine manière, et nous assumons cette disparition de la chose, l'immédiateté de la chose se remplace par la médiation de son représentant qui est le mot. À ce moment-là, nous rentrons dans les défilés du désir, puisque le désir, vous le savez, c'est pas désir de ceci ou désir de cela. C'est par où le sujet va se trouver dans la métonymie de son être de manque en manque. Donc c'est le manque de quelque chose. Donc ce manque-là est éternel. Et l'éternisation du désir, c'est pour faire écho à la phrase de Freud, qui est la dernière de la Traumdeutung, parce que la première fois où les choses sont vraiment clairement posées comme ça, autant que possible, disons, si on peut dire clair, parce que ça demande... Comme il y a beaucoup d'inconscient dans un livre comme la Traumdeutung, l'interprétation des rêves, on lit et puis on se rend compte qu'il n'y a rien qui rentre, quoi. C'est comme quand vous entendez une bonne blague, vous dites « ouais, je vais m'en souvenir, celle-là, elle est vraiment bonne, etc. » Et puis, comme le rêve le matin, on ne s'en souvient plus. Parce que quand il y a du réel, comme ça, on n'arrive pas à le retenir. Donc, la dernière phrase de Freud, le désir, il est indestructible. Donc, il dit bien là que c'est au fond notre moteur, puisque même dans le cas de la chute de Rome ou de la chute de cette civilisation qui en prend le chemin, là, parce que vu ce qui passe, on voit mal comment... J'ai une copine qui fait médecine, là, qui est prof de la faculté de médecine, elle m'a dit, mais ils m'ont demandé d'inclure la théorie du genre en médecine, quoi. C'est-à-dire que comme si la progestérone et la testostérone étaient égaux. C'est débile, c'est délirant. Mais si vous ne faites pas ça, vous êtes exclu du système. Jusqu'à il y a peu de temps. Maintenant, avec l'arrivée du monstre Trump, qui est quand même... enfin, c'était quand même une bonne nouvelle qu'il arrive, hein, parce que sinon on se demandait où ça allait aller. Bientôt, les gens allaient gagner le Tour de France avec une Honda 750 et en disant qu'ils s'imaginaient être des motards, quoi. Donc, c'est vraiment... c'est devenu n'importe quoi. Qu'est-ce que vous voulez donner comme valeur à vos enfants si vous les laissez en prise avec les signifiants de la société? C'est absurde, c'est aberrant. Donc avant, il y avait un minimum de tenue, mais depuis, là, quand même, le Covid a marqué quand même la déliquescence radicale du discours capitaliste. Là, comment on peut écouter des conneries pareilles, quoi. Vous parliez du mouvement, absence, présence. Oui. Il n'y a pas un temps qui marque la séparation. Si. S'il y a une respiration exactement comme... Je pense dans la respiration, il y a un moment de bascule, puisque on retrouve là le mouvement de la lemniscate, qui s'appelle aussi bande de Möbius, où on passe d'un côté à l'autre sans changer de bord.
C'est ça le sujet, justement. C'est là où on rentre dans la topologie du sujet, c'est-à-dire ce qui permet de concevoir l'efficience des concepts mis à jour par Freud et travaillés par Lacan, et rendre hommage à leur lucidité aussi, de montrer que la logique elle-même est faillie. Donc ils ont chacun besoin d'un mythe, hein, ah oui, j'ai oublié ça tombe bien. Pour Freud, bien sûr, c'est le meurtre. Ça renvoie là au meurtre du père de l'ordre primitive. Donc c'est ce qui fait que la loi apparaît et devient loi. Il y a une loi, on sait qu'il y a une loi, hein, tout graphisme réclame un orthographisme. Il faut qu'il y ait une orthographe. Il y a quelque chose qui est juste, quelque chose qui n'est pas juste. Donc le fait qu'il y ait la loi repose sur le meurtre du père. Et ça, c'est un mythe, c'est un mythos dans la langue grecque. Donc c'est pas du même ordre qu'un logos, c'est-à-dire une démonstration conceptuelle reposant sur le principe de non-contradiction et la cohérence interne de tous les arguments qui est vérifiée dans le réel. Là, on est vraiment dans une histoire, et Lacan, lui, évidemment, avec son originalité, il va créer le mythe de la lamelle avec l'omelette, et qu'il écrit, bien sûr, L'Ho2ME. Et là, vraiment, on est au moment des omelettes, là. Si vous voyez les représentations politiques, là... Ça m'a fait penser au positivisme de... Auguste Comte. Comme quoi on se ferait un positivisme privé à partir d'un meurtre initial. Oui, mais on ne peut le concevoir qu'après coup. Oui, c'est-à-dire qu'il y a déjà une loi, on est toujours déjà là, mais comment... La question, c'est qu'est-ce qui vient avant comme présupposé logique? C'est pour ça que c'est hyper logique. Oui. Mais après, on peut aussi, dans le discours du maître, qui est le discours princeps, s'imaginer qu'il y a, comme il y a un numéro 1, il y a un numéro 0 avant. Et c'est toujours découvert longtemps après le 0. Hein. Il y avait une numération, et le 0 est arrivé beaucoup plus tard. Donc, numéro 0, ce serait forcément le discours de l'hystérique, puisqu'il y a eu un matriarcat avant. Hein. Le monde mino-mycéen est marqué par un matriarcat. Le monde grec, qui est le fondateur de notre civilisation, instaure avec le mythe d'Oreste un retour de la fonction paternelle. Donc à ne pas confondre, pareil, on ne confond pas ni religion et foi, ni nom du père et père. Nom du père, c'est la manière de Lacan de dire ce signifiant qui nous fait rentrer dans l'ordre symbolique, parce que dès que le petit Hans, il dit le cheval, oui papa, le cheval c'est toi, il accepte, il assume la perte de l'immédiateté du cheval et de cette espèce de nébuleuse qui lui fait peur, parce que en la nommant, il l'évacue de lui. Et ça, c'est le nom du père. C'est le nom que prend le père. Et le père n'est pas autre chose qu'une métaphore de la mère dans l'enseignement lacanien. C'est-à-dire que c'est un effet linguistique où, au lieu d'être sur un principe glissant métonymique du langage, comme nous faisons, marabout, bout de ficelle, etc., dire boire un verre, là, on passe sur le plan métaphorique, c'est-à-dire qu'il y a une substitution d'un signifiant à un autre signifiant, parce que nous vivons dans le monde des signifiants. C'est là où se situe notre véritable vie. Et donc le père est à concevoir comme, justement, une métaphore. Et c'est, justement, la métaphore de l'amour. Mais ça, on en parlera une autre fois, parce que sinon ça va m'emmener trop loin. Et la prochaine fois, j'essaierai de faire, justement, la différence qu'il y a entre l'amour et le désir. Toutes ces femmes qui font des enfants toutes seules, l'avenir des enfants, point de suspension. Ah oui. Non, mais c'est surtout, encore, des femmes peuvent avoir un enfant et que le père disparaisse, mais il peut y avoir une fonction paternelle qui soit active. Tandis que là, c'est l'inverse. C'est-à-dire c'est le déni au nom de la lutte contre le patriarcat. Mais ils sont débiles, quoi. Comment un mec comme Miller, qui est censé avoir lu Lacan, il padre et basta. Il va faire des trucs dans la langue espagnole pour diriger sa petite entreprise de mongolien, là. Et puis, il dit, il padre et basta. C'est-à-dire... Hein? Mais non, mais c'est consternant, quoi. C'est consternant, parce que ça donne... C'est ça qui, soi-disant, représente la psychanalyse, quoi. Mais c'est l'opposé de la psychanalyse. La psychanalyse, c'est quelque chose qui se tient, quoi. C'est des mecs comme Freud et comme Lacan. C'est pas cette espèce de...
Pardon ? Ils essayent de survivre normalement. Non, c'est des bourgeois qui font du business avec ça, quoi. Il paraît que Éric Laurent, qui avait fait HEC, là, le pote de Miller, la semaine dernière, il avait dit « On a une marque, on sait quoi en faire ». Quand tu vois le prix des loyers, ça s'entend. Hein. C'est ça, les mecs, ils s'occupent des positions, ils font des petits potentats, là. Il y a un tel qui « Tiens, toi, je te donne Bordeaux, toi, t'as Metz, etc. » Ça n'a rien à voir avec la psychanalyse, rien. C'est à l'opposé de la psychanalyse, quoi. Comme la foi est à l'opposé de la religion. Ça me fait vraiment penser à la phrase, c'est Guitry en fait, je suis contre les femmes, tout contre. Voilà, ça c'est dialectique. Dis-nous, avec ma femme, nous avons vécu 25 ans heureux. C'est l'âge où nous sommes connus. Dans le mot et le meurtre de la chose, est-ce que ça élève je pense que ça rentre en résonance avec cette idée de meurtre, de responsabilité du sujet. Parce que à un moment, Lacan dit coupable, nous le sommes. Et comment ? Coupable de quoi ? Quand vous avez un sentiment de culpabilité et que vous vous dites j'ai rien fait. On dirait un mec avec sa femme qui lui fait la gueule. Il se dit qu'est-ce que j'ai pu faire ? Donc ce sentiment de culpabilité-là, il vient de cette culpabilité inconsciente d'avoir tué le père. Parce que c'est pas juste comme dans le film de Pasolini où Oedipe croise un type sur un char et puis s'embrouille avec lui et puis finit par lui mettre un coup d'épée et après il se rend compte que c'était son père. Non, c'est que nous sommes déjà, en tant que parlants, responsables de la mort du père. Nous devons répondre. Donc en répondre, c'est nous acheminer vers notre désir, à entendre comme désinence du dire. Donc la parole, en tant qu'elle est la forme sublimée de notre pulsion originelle, cette pulsion sexuelle, qui est extrêmement puissante, nous devons l'amener jusqu'à la parole. Là, on voit qu'il y a tout le temps de la confusion entre l'individu, le sujet de la philosophie, le sujet de la psychanalyse. Ah oui, non. D'ailleurs, il ne peut pas y avoir d'intersubjectivité qui ne soit pas perverse, sauf sur le plan analytique. C'est-à-dire que dès qu'il y a un sujet, il y a un objet en face. Donc, soit vous êtes en position d'objet, soit en position de sujet. Mais c'est impossible, sauf en analyse, parce que l'analyse se met en position d'objet, mais à n'en faire que le semblant, pour faire émerger le sujet de l'analysant. Faire en sorte que, à travers les paroles qui vont être émises, il entende l'écho du sujet, comment le sujet est pris dans les signifiants. Mais comme dit Lacan, là, ça veut dire faire sortir le lapin du chapeau. Mais si on fait sortir le lapin du chapeau, c'est qu'on l'y a mis. On ne peut pas faire sortir un lapin du chapeau sans l'avoir mis au préalable dans le chapeau. Donc là, le rapport à l'écrit, justement, que représente l'effacement de cette trace, là, comme un premier signifiant, donc qui ne signifie plus quelque chose pour quelqu'un, mais qui signifie un sujet pour un autre signifiant. Puisque on rentre là dans la possibilité de construction de phrases. D'abord, avant d'être des phrases, c'est des lettres qui construisent des mots, puis les mots qui construisent des phrases, etc. Et il se met en branle le chemin de la parole à partir de là. Dans la représentation. À partir de la représentation, oui. Ouais. Oui, parce que c'est très perturbant, par exemple, quand on parle... La représentation a opposé à la chose. C'est-à-dire la représentation se substitue à l'immédiateté de la chose, l'immédiateté de la jouissance qui peut attirer, mais aussi faire apparaître son côté létal, c'est-à-dire effrayer. La chose, elle a ces deux aspects. C'est pour ça qu'un objet petit a peut représenter pour quelqu'un, pour un sujet, une attraction phénoménale et se transformer en quelque chose d'horrible et de létal ou de répugnant. C'est le fait que nous soyons pris simultanément dans un certain type de langage qui est déjà le corps c'est déjà une parole articulée, et nos propres élucubrations, la manière dont on se représente le monde, justement. Est-ce que le sujet, quand on parle par exemple du patient d'Elia Sharp,
Ouais. Il dit le sujet, il dit ça, le sujet. Oui, parce qu'il devient parlant. C'est-à-dire que, ouais, parce que il est au départ, il est parlé. C'est-à-dire qu'il se retrouve dans, voilà, par exemple, je sais pas, il y a un exemple basique de quelqu'un qui dit, je sais pas, je ne mérite pas. Je ne mérite pas ma mère, par exemple. Je n'irrite pas ma mère, par exemple. Il se trompe et dit mérite. Et en fait, le sujet se cache là. C'est-à-dire dans ce désir inconscient de mériter l'amour de la mère. Et qu'il ne sait pas pourquoi il ne la mérite pas. Donc le désir se cache là, entre ces deux signifiants, et dans la position d'énonciation que vient révéler le lapsus. C'est pour ça que l'inconscient, le réel de l'inconscient, puisque l'inconscient est réel, ça se révèle dans cette superposition entre énoncié et énonciation. Ça, seulement la psychanalyse permet ça. Parce qu'il faut accepter d'avoir un inconscient déjà. Et puis d'être joué par cet inconscient. Vous voulez faire un truc, vous dites « Ah, je vais faire ça, vous faites totalement autre chose. » Et merde alors. Alors soit vous dites « Ah, vous flagellez. » Non, vous dites « Non, c'est mon désir, c'était ça. » Very good. Really. I mean, it was forced maybe, but still humanistic. Yeah.